Bonjour, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans cet épisode spécial du podcast Matrimoine. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Vous le savez peut-être, mais au moment où cet épisode sort, nous sommes en pleine semaine du podcaston. Pendant 7 jours, plus de 350 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel que Matrimoine y participe. On en reparlera en fin d'épisode, mais dans ce contexte, j'ai le plaisir d'accueillir Jenny Bernardi du collectif HF Hauts-de-France, une association militant pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur culturel et soutien du podcast Matrimoine. Bonne écoute. Et bonjour Jenny. Alors Jenny Bernardi, actuellement directrice des études à l'École du Nord, donc qui est l'école supérieure d'art dramatique liée au Théâtre du Nord. Et je suis directrice des études depuis septembre 2021. Et je travaille dans le milieu de la culture depuis, ça ne nous rajeunit pas, le milieu des années 90. Alors, le collectif HF, il est venu ça fait un moment, depuis ces années 90, et même avant, je pense que pour les gens qui ont commencé avant, ça s'est posé avant, mais on voyait bien des femmes et des hommes qui bossaient dans ce milieu et qui bossaient dans plein de domaines de ce milieu, c'est-à-dire artistes, programmateurs, programmatrices, techniciens, techniciennes, etc. Vraiment dans tous les métiers, dans tous les domaines, et pas non plus liés que au théâtre, c'est-à-dire que dans le cinéma, dans les arts du cirque, les arts de la rue, la danse, enfin vraiment tous les domaines, le jeune public. Ça fait un petit moment que des gens comme moi, mais vraiment plein d'autres, se disent qu'il y a des inégalités dans ce domaine, mais comme dans d'autres domaines, on a tous repéré que les femmes faisaient plus le ménage, s'occupaient plus des enfants, quand on était moins payés, c'est des choses qu'on a vite repérées. Et du coup, ces questions d'inégalité professionnelles qui sont à plusieurs niveaux, je l'ai pas repéré tout de suite en rentrant dans le métier, mais quand même assez rapidement. Et puis en travaillant l'expérience, j'ai été programmatrice dans une scène nationale, j'ai été administratrice au théâtre de la Marionnette à Paris, qui est devenu le Mouffetard après. J'ai bossé pour des compagnies en tant que personne en charge de l'administration, de la diffusion, de la production, donc à différents endroits. Ça a amené une prise de conscience qui a été accélérée par des documents aussi et des éléments dont on reparlera sûrement, mais notamment les fameux rapports de Reine Pratt. On en parle en interview avec Reine Pratt dans le premier épisode de la saison 2, en lien dans la description. Et du coup, c'est vraiment le premier rapport de Reine Pratt en 2006 qui a un peu fait converger là tout le monde s'en est rendu compte et on avait les chiffres en face qui étaient des chiffres très sérieux et donc ça a commencé à questionner. Le deuxième rapport en 2009, il nous a vraiment complètement scotché parce qu'en plus il indiquait que la situation s'aggravait. Et donc là, il y a eu non pas une prise de conscience, parce que je pense que la prise de conscience, elle avait eu lieu bien avant pour tout le monde. Mais en tout cas, là, il y avait des chiffres en face, il y avait une réalité, il y avait quelque chose sur lequel se baser. Et les collectifs HF, ils sont vraiment, collectifs ou associations, parce qu'on a différents intitulés, ils sont vraiment nés de ça. En fait, il y a eu les visites de Reine Pratt dans différentes régions, et au fur et à mesure qu'elles se déplaçaient, HF se créait. Donc les collectifs HF, pour répondre à ta question plus précisément, au fur et à mesure, donc je disais de sa présentation des rapports, ça s'est fait. Donc en fait, ça s'est fait. Donc 2009, c'était à l'initiative dans les Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais à l'époque, puisque les régions fusionnaient après. C'était à l'invitation de Stéphane Frima au Vivat, et il y avait dans la salle des artistes, des gens professionnels
L et LE de la culture, et puis des étudiantes, etc. Il y avait l'université avec, je crois, les élèves de Stéphanie Prien qui étaient là à l'époque. Et en fait, voilà, c'était vraiment... là, je vais reparler après de cette rencontre-là, mais en tout cas, c'est vraiment tout le temps la même histoire. C'est-à-dire qu'elle a fait d'abord Rhône-Alpes, Île-de-France et Hauts-de-France, et donc les collectifs se sont créés dans le même ordre. Et après, elle a été dans d'autres endroits et d'autres collectifs se sont montés, mais chronologiquement, c'est ça. Et c'est tout dans l'année, enfin, en tout cas, les 3 dont je parle là, c'est 2009. Et pour les Nord-Pas-de-Calais, donc même si, parce qu'après il y avait Picardie et donc après nous avons fusionné, c'est voilà Vivat, une demi-journée, je pense que c'était l'après-midi de rencontre avec Reine Prat. Là, du coup, c'est plus la prise de conscience, c'est la grosse claque dans la gueule, hein, on peut dire ça comme ça. Enfin, la deuxième claque dans la gueule, parce que le premier rapport avait été la première, donc là c'est la deuxième. Et il y a un temps un peu convivial après, et là tout le monde se dit c'est pas possible quoi, et puis on entend, enfin les chiffres sont affreux, qu'est-ce qu'on peut faire, enfin voilà, on voit aussi ce que je disais, l'aggravation de la situation, et en tout cas soit l'aggravation, soit en tout cas pas de changement malgré les discours. Donc il y avait un peu une dichotomie entre ce qu'on avait l'impression que, comme on avait eu les chiffres 3 ans avant, que ça allait mieux, mais en fait on se rend compte que non, et puis on entend aussi parler, voilà, Stéphane et d'autres. Et puis Reine Prat dit en fait je sais qu'à Lyon voilà sont montées des choses, ça commence à s'organiser, etc. Donc on enchaîne direct sur une petite réunion de qui serait intéressé pour faire quelque chose, et du coup ça naît comme ça de manière très informelle, avec sans structure juridique, sans rien, de rencontres dans différents lieux de la métropole. Je veux pas dire de bêtises parce que ça remonte à longtemps, mais j'ai souvenir de l'amicale de production, je crois, qu'il avait accueilli, souvenir de la Maison Folie, enfin voilà, des moments comme ça où on rencontre les équipes. Des fois les équipes des lieux qui nous accueillent sont présentes, certains artistes viennent, enfin voilà, il y a des gens qui sont venus qu'une fois, il y a des gens qui sont venus plusieurs fois, et puis de là on a discuté, qu'est-ce qu'on peut faire, on a appelé les copains, copines des autres régions qui eux commençaient à être un peu plus structurés, et puis on est resté, je pense, 1 an ou 2 sans statut juridique clair, mais en menant des actions et en s'organisant, et puis après on est devenu une association loi 1901, voilà, donc... on est reparti comme Reine Prat, en fait. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on a des ressentis, on a des impressions, en fait, hein, et on a l'impression, par exemple, moi j'avais quand même cette touquette de me dire... il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a que des spectacles de mecs dans certains lieux, enfin voilà. Mais on s'est dit on va faire la méthode Reine Prat, c'est-à-dire qu'on va arrêter de penser ressenti, machin, on va parler chiffres, mathématiques, quoi. On va compter. Et donc c'est effectivement parmi les premières actions qu'on est montées, c'est-à-dire qu'on a pris les plaquettes des lieux financés, labellisés. Alors ça limite, hein, parce que évidemment il y a des lieux qui rentrent pas dans ces critères, mais en tout cas fallait bien prendre par un bout, et donc on s'est dit voilà, labelliser, c'est de l'argent de l'État, donc là on a vraiment on peut avoir un impact, et donc on a compté sur un système qu'on a amélioré d'année en année, mais voilà, en mettant tout simplement théâtre, danse, pluridisciplinaire, cirque, etc., en classant par discipline, et puis en mettant le nombre d'hommes, de femmes, alors notamment pas tant dans la distribution que les porteurs de projets. Et puis de là on a sorti des plaquettes, hein, que tu as dû voir à un moment. Il y avait aussi des actions publiques parce qu'on avait décidé de pas pénaliser celles qui étaient les plus mauvaises élèves entre guillemets, mais du coup de favoriser les meilleurs élèves et de faire des sortes de diplômes, en fait, pour au moins montrer à leur public que c'était des structures dans lesquelles ils allaient avaient ça comme paramètre, et du coup faisaient attention à ça, et qu'ils avaient de la chance, quoi, de pouvoir voir des spectacles portés par des femmes. Il y a la question aussi qui s'est posée des auteurs-autrices. C'est quelque chose que des fois on a compté mais sur lesquels on n'a pas communiqué, puisque de toute manière les chiffres sont encore plus catastrophique que porteuse de projet. Et c'est pareil sur les moyens, on n'a pas eu les moyens de calculer les moyens de production et de mise à disposition, parce qu'en fait c'est
double peine, voire triple peine pour les femmes. C'est-à-dire que non seulement elles sont moins coproduites et elles sont dans des plus petites salles, par exemple, et en plus elles sont moins de jours. Donc du coup voilà, elles sont moins visibles pour le public, on a moins de chance en termes de date de voir un spectacle de femmes qu'un spectacle d'hommes. Donc voilà, donc il y a des choses comme ça qu'on a pu compter sur certaines structures pour avoir une idée, mais c'est des chiffres dont on n'avait pas spécialement accès, mais on a fait tout un travail pendant, ça a duré longtemps, hein, je pense qu'on a compté pendant 3 ou 4 ans. On n'a peut-être communiqué que 3 ans dessus, mais en tout cas, voilà. Et du coup, c'est ce qui a fait prendre conscience, alors aux équipes, aux directions des lieux, au public, et aussi aux financeurs de ces lieux, parce que du coup, les plaquettes étant publiques, la région, les villes qui les financent, l'État, etc., ont vu les chiffres. J'imagine que ces actions ont changé des choses, non ? Oui, ça a modifié. Je vais pas citer de nom, mais des gens qui m'appelaient ou qui faisaient des messages, ou que quand on allait voir des spectacles, me disaient « Oh là là, vous êtes votre comptage. Moi, j'ai calculé ma structure. Je pense que je suis bon. Cette fois-ci, je passe. » Ou voilà, je pense que ça a mis la pression. Il y a des gens qui ont clairement adopté nos méthodes de comptage. Il y a des personnes aussi qui avaient demandé nos fichiers Excel pour le faire en interne. Je pense qu'il y a des gens qui ont pris nos paramètres en compte en fait pour la programmation. Après on n'aime pas parler de quotas ou de choses comme ça, parce que c'est pas des quotas, mais c'est comme tu dis, c'est la loi, c'est-à-dire qu'on ne demande pas quelque chose qui est pas légal ou quoi, c'est-à-dire que c'est la loi, et en fait c'est pas des quotas, puisque de toute manière les programmateurs, moi j'étais programmatrice quand j'étais à Culture Commune, quand j'étais à Massenet, Massenet on n'avait pas labellisé, etc., donc c'était différent, mais en fait les programmateurs et programmatrices ont des paramètres de programmation qui vont faire des disciplines différentes, ils vont faire des accès pour le jeune public, ils vont prendre ils vont anticiper le fait d'avoir des programmations spécifiques pour certains publics. Je pense notamment au public en situation de handicap, où on va dire on va prendre ce spectacle parce qu'il parle de ça, ou on va prendre ce spectacle parce qu'il a une traduction en LSF ou des choses comme ça. Donc, c'est déjà des paramètres qui existent. Il y a aussi le fait d'avoir des spectacles qui soient émergents et pas émergents. Et donc, on fait bien déjà des lignes, en fait, de programmation. Il y a le fait d'avoir des artistes régionaux, des artistes nationaux, des artistes internationaux. Donc, des paramètres de programmation, il y en a plein. Et donc, c'était quand même assez étonnant qu'il y ait tous ces paramètres, parce que personne ne fait que des artistes internationaux, ou on fait pas que des spectacles en langue étrangère, par exemple. Il y a bien des équilibres qui se font sur les programmations, et que le seul critère qui était pas pris en compte, c'était la parité. Le podcast s'appelle Matrimoine et j'ai été soutenu par HF pour la saison 1 et financièrement pour la saison 2 du podcast. Tu peux me parler un peu de ces actions ? Je pense que c'est nos collègues de Normandie les premiers, mais ça doit être à peu près en même temps qu'aussi que Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc du coup, nous on a fait ça. Donc il y a effectivement les actions de matrimoine qui sont la visibilité des femmes. Alors le matrimoine, il y a le matrimoine du passé comme le patrimoine. C'est-à-dire, le patrimoine, c'est ce dont on hérite du père, et le matrimoine, c'est ce dont on hérite de la mère. C'est un mot très ancien, faut pas que les gens disent, parce que là je suis en train de leur faire saigner des oreilles comme auteur-autrice. Ça date du XVIIe siècle. Matrimoine, c'est dans des textes, je crois, de la Renaissance, donc je suis pas en train d'inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est pas du militantisme, c'est juste replonger dans les vieux dictionnaires, ça existait. Et donc c'est l'histoire, parce qu'on sait aussi que les femmes sont enlevées de l'histoire. Là, il y a quand même pas mal de livres, pas mal d'échanges là-dessus. Aurore Evin qui a remis au goût du jour la notion de matrimoine, nous dit que quand il y avait les contes de Perrault, il y avait des contes de femmes, et puis les contes de Perrault, ils sont restés, puis les contes faits par des femmes, ils ont complètement disparu. On sait qu'il y a une invisibilisation, en fait, des femmes, et donc il y a le fait de les remettre au goût du jour, le fait de les faire connaître. Et puis, il y a aussi de préparer le futur matrimoine, c'est-à-dire de mettre en valeur les artistes d'aujourd'hui pour que, justement, les hommes et les femmes de demain aient conscience de leur matrimoine. Le matrimoine, là, notre action, c'est un appel à projet.
qui est sur toute la région et les compagnies peuvent bénéficier d'un petit coup de pouce financier. Alors ça veut pas dire qu'on finance des coproductions, ça veut pas dire qu'on finance des projets complets, mais quand ils sont programmés dans des lieux de toute la région, en fait, ils peuvent avoir un petit coup de pouce financier qui montre qui peut permettre que les dates se fassent. Voilà, ouais. Elle est importante la question du matrimoine parce que moi c'est des choses dont j'avais pas conscience, enfin moins conscience en tout cas, pas conscience mais moins conscience. J'ai bien vu des fois, pour des raisons un peu personnelles d'intérêt, par exemple, sur certaines questions. Je me suis posé la question, par exemple, j'ai lu beaucoup de textes d'auteurs qui avaient eu l'expérience des camps de concentration. Et à un moment, mais je me rappelle, j'avais 20 ans, donc pas le perdreau de l'année, mais quand même jeune, où je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'il y a quand même eu des femmes déportées. Et en fait, il n'y a pas les textes de femmes déportées. Or, il y a des autrices femmes déportées. Et donc, il y a bien dû avoir des choses. Mais Charlotte Delbo, elle est sortie, pour mémoire, elle est sortie il y a relativement peu de temps. Moi, j'ai racheté la réédition de ces textes, alors que Charlotte Delbo, pour moi, c'est du niveau de Georges Semprin, de Primo Levi. Sauf que Primo Levi, Georges Semprin, j'ai eu accès au lycée. Et que Charlotte Delbo, j'ai pu le lire à 40 ans. Et donc ça existe, mais ça existait, elles existent ces femmes, mais on n'en entend pas parler. Comment ça se passe aujourd'hui à l'École du Nord avec les élèves ? Alors, à l'École du Nord comme au Théâtre du Nord, on fait très attention à la parité et à tous les niveaux. Après, la parité, c'est toujours un peu compliqué parce que nous, par exemple, on est une équipe 100% féminine. À l'administration, on n'est que 3 personnes. Il s'avère que c'est 3 femmes. Donc, on n'a pas la parité, mais c'est plutôt... c'est plutôt à l'inverse, voilà. On a fait très attention à la parité dans le jury. Les instances, c'est plus compliqué parce que y a les personnes que nous on sollicite, mais il y a aussi les représentants des tutelles, et donc ça, on n'est pas responsable de qui représente. Alors, on a plutôt de la chance qu'on a Marie-Pierre Bresson pour la ville. À la région, c'est aussi une élue femme, donc voilà, mais ça c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et puis, on fait attention et on vise la parité pour les intervenantes, c'est-à-dire les gens qui sont en contact avec les élèves. Les élèves, ils sont à parité parfaite, 10-10. Il y a 2 formations, donc il y a 4 auteurs-autrices et 16 comédiens-comédiennes, et donc à parité à chaque fois, 2 et 8-8, pour ceux qui sont formats, qui suivent. Et alors, c'est ce qu'on vise. Après, c'est pas ce à quoi on arrive pour différentes raisons que je peux expliquer. Mais par contre, donc c'est les mêmes logiques qu'au Théâtre du Nord. Et au Théâtre du Nord, c'est parité parfaite. Pareil, je pense que dans l'équipe, je suis pas tout à fait sûr, ça doit être à peu près ça. Mais en tout cas, par exemple, il y a le même nombre de spectacles portés par des hommes, des femmes, et ils font très attention aux moyens, c'est-à-dire que c'est les mêmes montants de coproduction. Enfin voilà, il y a vraiment ça. Alors, les élèves, ils ont entre 19 et 26 ans, et 27 maintenant, parce qu'évidemment, ils grandissent d'un an, donc par rapport à... Voilà, mais oui, c'est ça doit être entre 19, 20 et 27 ans. Et du coup, c'est une génération qui est quand même assez motivante, qui redonne un peu d'optimisme là-dessus, sur ces questions-là, et parce qu'ils sont au taquet, c'est-à-dire qu'ils sont au taquet sur ces questions-là, sur les questions de diversité, de VHSS, les violences, harcèlement sexuel, ils sont au taquet, vraiment, VHSS, c'est sexuel et sexiste, c'est des choses dont ils sont très au courant, ils sont assez armés, même si là on a fait des formations là-dessus. HF n'est pas encore intervenu à l'École du Nord, ça ne saurait tarder, mais évidemment donc c'est quand même assez, je les alerte quand même assez régulièrement, mais non, ils sont vraiment très 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 affûtés sur ces questions. C'est très heureux. C'est très heureux, oui, tout à fait. Les générations là qui ont... mes copines qui ont des filles de 20 ans, elles me disent « Waouh, mes filles, elles laissent rien passer. » Et tant mieux si elles laissent rien passer, parce que je pense qu'il y a eu une... Moi, par exemple, je me disais pas féministe, mais c'était pas parce que j'étais pas féministe, c'est parce que je pensais que je pouvais pas me considérer comme féministe comme Gloria Steinem ou comme Gisèle Halimi, ou des gens qui en avaient vraiment bavé. Gisèle Halimi qui a fait une grève de la faim pour aller à l'école quand elle était enfant. C'est pas moi, enfant des années 70... avec quand même une certaine... ce que je pensais être une égalité. Après, je me dis, effectivement, j'étais avec mes copines sur le bord de la cour parce que les garçons, ils jouaient au foot.
Donc c'était pas vraiment, j'étais déjà dans un monde pas tout à fait égal, mais je le voyais pas parce que j'avais quand même tous les avantages. Et j'ai appris à lire. Là maintenant, ça me choque énormément. J'ai retrouvé mon livre de lecture quand j'étais au CP. J'ai appris à lire avec, je sais plus comment s'appellent les personnages, mais en tout cas, maman elle fait la vaisselle pendant que papa lit le journal. J'ai été scotchée. Et mon père m'a raconté qu'il avait été pété un plomb à l'école en disant « Waouh !» Enfin, mon père, dans les années 70 et 80, avait alerté en disant « Waouh, vous n'avez pas plus réac encore parce que on vous reproduisait des clichés, en fait. » Voilà. Sachant que dans la famille Bernardi, la vaisselle, c'est un truc de mec, en fait. C'est les hommes qui font la vaisselle. Donc, par exemple, moi, je trouvais ça super bizarre, les femmes qui font la vaisselle, parce que c'était pas le modèle familial. Donc, mais ça questionne vraiment. Hein. Ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Hein. Quand j'ai demandé à 8 ans à mon père si des femmes pouvaient être mères de leur commune, parce qu'on disait toujours monsieur le maire, et qu'en fait, j'avais... Alors que je connaissais vraiment plein de gens qui étaient mères, pour le coup, dans mon entourage, et voilà. Et ben, je connaissais pas de femmes qui étaient mères. Et mon père m'a dit, bien sûr que des femmes peuvent être mères. Mais à l'époque, il n'y avait pas Anne Hidalgo à la télé, il n'y avait pas Martine Aubry. Et donc, je n'en voyais que des hommes maires de leur commune. C'était Jean Le Canuet, maire de Rouen. Vous voyez, on disait toujours les mêmes choses. Et du coup, mon père était scotché que je pose cette question de est-ce qu'une femme peut être mère ? Genre en 1980 ou 81, enfin voilà, c'est une réalité en fait. Là, je me dis, bon, Elisabeth Borne, c'est pas top comme ministre, mais elle est ministre. Je me dis que quand même, pour les petites filles, il y a quand même quelque chose. Moi, il n'y avait pas, enfin si, il y avait des secrétaires d'État, Françoise Giraud, etc., mais qui n'étaient pas quand même... moi, j'étais quand même contente d'Édith Cresson, quoi. Tout à coup, c'était quand même... Alors, ça en est pris plein la tête, mais c'est quand même ça devient des modèles quand même, quoi. Quel conseil tu donnerais à une jeune femme qui se lance dans la culture ? Je vais dire de ne pas faire d'enfants, de ne pas se marier, ne pas avoir de mec, ça déjà, ça lui fera gagner du temps. Enfin, je pense vraiment... Non, je dis ça en riant, vraiment, mais... Non, je pense qu'il y a quand même il y a une charge en fait qui est enfin là les chiffres sont hallucinants. Enfin là quand on voit qu'il y a des études qui disent que 30% des mères regrettent enfin soit d'avoir des enfants vraiment soit du frein que ça peut être. Enfin c'est des choses dont on parle maintenant. Mais non, je dis ça vraiment en blaguant, continuer à avoir des relations et à faire des enfants, mais je pense que c'est vraiment moi je l'ai vu vraiment je l'ai vu les femmes que j'ai eues en stage arrête à un moment et arrête soit au premier soit au deuxième enfant. Mes collègues, ça a été le cas aussi. Enfin, c'est une réalité, je pense vraiment. Et bon, maintenant il y a des choses. En fait, moi, ce que je pense pour les femmes là, c'est qu'il va y avoir des changements. Ça va être encore un peu long, mais c'est un peu, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que l'effacement des femmes permet pas, je parle même pas, alors je parle des artistes, mais c'est un peu pareil aussi dans les métiers ou autres, c'est que le fait de pas avoir de matrimoine comme ça, on n'avait pas d'histoire, ça bloque un peu, et c'est pareil aussi, enfin je fais une petite aparté, mais c'est pareil aussi sur le vocabulaire, c'est-à-dire le fait de, quand on dit oui mais le masculin c'est pour tout le monde, etc., bah non, ça fausse quand même la perception qu'on a. Et du coup, le fait d'être moins visible, le fait d'avoir moins de moyens, etc. Enfin, même si évidemment ça va bouger, enfin j'espère dans les prochaines années, ça met quand même une difficulté. Et je pense que du coup pour les femmes, ce que je conseillerais, c'est d'en être vraiment très conscient, parce que c'est très décourageant en fait pour les personnes qui sont pas sensibilisées à ça, qui pensent pas que c'est ça en fait le frein, et bah du coup ça met dans des situations difficiles. Ça fait comme si c'était elle qui était pas capable, ou alors qu'en fait c'est un système. Je me rappelle, si je peux me permettre une anecdote, bon, je pense que je peux la citer c'était en public et voilà, et qu'elle l'a dit en public, c'est Tiffaine Raffier dans une rencontre d'HF il y a quelques années au Théâtre du Nord. Je sais plus du tout qui étaient les intervenants, c'est possible qu'il y ait Irène Pratt dans l'histoire, mais il y avait d'autres personnes, et on parlait de la difficulté pour les femmes, de l'effacement, enfin de tout ce que je viens de dire comme phénomène. Et elle se rend compte, en fait, elle a une réaction très émouvante et très émue, qu'elle se rend compte qu'elle pensait
être la première, et en tout cas avoir une espèce d'Himalaya à gravir. C'était pas exactement ces termes, mais c'était vraiment ça. Alors qu'en fait, plusieurs étaient passés avant et il y avait plus les petits drapeaux en fait qui montent le chemin. Elle avait dit une formule un peu comme ça, de disparition en fait on a l'impression d'ouvrir la piste alors que la piste il y en a plein qui sont passés et contrairement aux hommes où la piste elle est bien tracée en fait et puis les hommes cèdent pour la gravir, du coup pour les femmes c'est plus compliqué et j'ai l'impression que du coup ça remet sur une sorte de responsabilité personnelle alors qu'en fait non, on facilite pas le chemin. Oui, c'est ça en fait, tout le monde doit gravir la montagne, mais tout le monde n'a pas la route toute tracée, l'équipement de pointe, etc. etc. Et quand il y a le copain en haut qui fait « Ouh, je suis là, faut me rejoindre, il faut passer par là », c'est quand même beaucoup plus facile. Et quand on a du meilleur matériel, et quand on a une meilleure logistique, c'est beaucoup plus facile. Et comment peut-on soutenir HF ? En adhérant. Il y a sur Hello Asso, HF, etc. Vous trouvez assez facilement en prenant contact avec nous. Et puis en venant aux actions. Et puis là, on n'a pas. On va sûrement refaire des actions. On avait fait des autocollants à un moment où il y avait des autocollants genre merci pour les fleurs, je préfère les subventions. Qu'on avait mis dans des lieux. On va sûrement refaire des actions comme ça. Donc en diffusant aussi, là les badges, ça peut être un truc qu'on peut considérer que c'est un peu gadget, mais c'est quand même... moi, je sais qu'il y a des gens, là, il y a 4-5 personnes qui m'ont accosté dans le métro, en fait, pour me dire c'est quoi. Donc à chaque fois, ça me permet d'en parler, donc c'est quand même pas inintéressant. Donc en diffusant ces objets, et puis en faisant attention. Pour les gens qui sont du milieu, c'est évidemment en adhérant et puis en défendant, alors que ce soit les programmateurs, programmatrices en faisant attention aux choses, les artistes en se défendant, parce qu'on fait aussi des formations, nous, en interne de défense, et on a fait aussi pour le public des ateliers de défense verbale et émotionnelle, y compris des ateliers de défense physique qu'on avait fait en partenariat avec le Théâtre Massenet. Et puis pour les personnes qui sont pas du milieu professionnel, culturel, je dirais de faire attention au spectacle que vous allez voir et de boycotter les lieux où il y a beaucoup d'hommes, ou en tout cas d'alerter les directions de ces lieux pour le signaler. Et puis en allant voir des spectacles de femmes et en soutenant les spectacles de femmes ou les films de femmes. Alice Coffin, elle a fait un peu tousser dans les foyers là, quand elle avait dit qu'elle avait passé beaucoup de temps à lire de la littérature d'hommes et qu'à partir de maintenant, elle lirait que de la littérature de femmes. J'étais la première à me dire « Waouh, quand même, Alice Coffin, elle y va fort », et en même temps je me dis mais en fait j'ai passé ma vie à lire que des œuvres d'hommes et il me reste plus de temps que ça, et donc je peux aussi me dire que je fais plus attention Merci pour l'écoute de cette émission et surtout un grand merci à Jenny de m'avoir accueilli à l'École du Nord pour ce podcast. Vous pouvez les retrouver sur Facebook à HF Hauts-de-France. Voilà, cet épisode spécial touche à sa fin. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous encourage à visiter le site podcaston.org pour découvrir plus d'une centaine d'autres associations à travers d'autres excellents podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour le collectif HF Hauts-de-France. Et là aussi, ça se passe sur podcaston.org très facilement. On compte sur vous et merci pour votre fidélité à ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'émission sur le site du studio, flamboyance.fr. Flamboyance, ça s'écrit au pluriel. On est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et même YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater un épisode. À la prochaine!